Vous écoutez RTL. RTL. Jusqu'à 22h, La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie. Bonsoir Thomas, salut les curieux. Première invitée, elle est médium, elle affirme être entrée en contact avec les esprits de Napoléon, de Jeanne d'Arc et surtout de milliers d'anonymes. Patricia Barré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous confrontez ces expériences à l'analyse de scientifiques, physiciens, psychologues, historiens, archéologues. On va expliquer pourquoi vous avez entrepris cette démarche qui nous passionne. C'est pour ça qu'on vous a invité ce soir. D'abord, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous est arrivé quand vous avez rencontré pour la première fois le physicien Massimo Teodorani. Alors voilà, on avait décidé effectivement de confronter ces expériences un peu curieuses, médiumniques, avec certains scientifiques, et Massimo Teodorani avait été contacté, astrophysicien italien travaillant à la NASA sur le programme SETI, quelqu'un de relativement rationnel, qui ne m'avait pas dit non, il m'avait dit d'accord, je suis assez ouvert pour vous rencontrer, pour discuter, on verra. J'étais pas vraiment très branché sur tout ça, évidemment. Ouais. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, donc nous étions en compagnie de Alexandre Adler, qui était présent. Journaliste, historien, voilà, qui participe au livre. Il y avait aussi toute l'équipe de la maison d'édition, enfin certains membres de l'équipe de la maison d'édition, et l'astrophysicien était là. Et je voulais lui poser quelques questions par rapport à ce qui m'est arrivé, ce qui m'est arrivé. Et tout à coup, j'ai été prise une espèce de tremblement, d'un état très très étrange où je n'arrivais plus à parler et j'étais d'un état de transe, comme on dit quand on est médium. C'est difficilement explicable, un peu inquiète parce que je me demandais ce qui était en train de m'arriver. Et là, devant Massimo Teodorani, j'ai une écriture, quelque chose, ma main demande un stylo et quelqu'un écrit. C'est-à-dire un esprit rentre en contact avec exactement, vous et vous veut fait lui écrire parler quelque et me chose. fait écrire en anglais un message pour lui en lui disant je suis David Bohm et j'ai quelque chose à vous demander, à vous dire. David Bohm, c'est un physicien du XXe siècle, c'est ça ? Voilà, du XXe siècle qui a vécu, qui était un contemporain d'Einstein ou presque. Et je ne sais pas, je ne connais pas David Bohm et je suis très surprise et un peu toujours un peu désolée quand des choses comme ça arrivent, parce que c'est très troublant pour tout le monde. Et surtout pour les gens qui sont pas très au fait, pas très habitués à ça. Et Teodorani va regarder ce message, m'interroger du regard, et l'autre, à travers moi, va continuer à lui dire des choses. Et dans la nuit, David Bohm va me donner des compléments d'informations sur le message à transmettre. Et le jour d'après, quand je rencontre Teodorani, j'ai un papier avec une équation et quelques indications au sujet d'un travail qu'il faisait depuis 10 ans et qui ne trouvait pas de solution. Voilà. Ça, c'est arrivé. Je peux vous dire que Teodorani était extrêmement bouleversé. Et voilà, c'est la première, on peut dire que c'est une rencontre un peu curieuse. Un peu curieuse avec cet astrophysicien qui participe à votre livre. Vous allez nous raconter beaucoup d'autres histoires de contact comme ça avec les esprits. Puis vous nous direz dans un instant comment la physique, mais aussi l'histoire ou l'archéologie peuvent permettre de comprendre l'au-delà. C'est en tout cas ce que vous affirmez dans votre livre L'invisible et la science. C'est aux éditions Michel Lafon. Vous écoutez RTL. L'au-delà appartient à tout le monde, le rire appartient à tout le monde, la matérialité est à tout le monde et nous sommes tous capables d'avoir un pied ici, un pied là-bas. La curiosité est un vilain défaut. Je suis constamment branchée, mais je vis ici aussi. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Et la voix que vous venez d'entendre est celle de Patricia Darré, journaliste et médium qui fait partager ses expériences de contact. Je suis en train de la paumer, avec des esprits de la façon la plus neutre et rationnelle. Patricia Darré, c'est cette volonté de prouver que vous êtes médium, que ce n'est pas de la supercherie, que il vous fallait la caution des scientifiques. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre. C'est pas vraiment pour ça, parce qu'on s'en fiche que Patricia Darré soit médium ou pas. J'ai rien à prouver là-dessus. C'est pour sortir de l'obscurantisme et de ce monde de médiumnité actuel, fait de superstition, de religiosité, de talisman, de charlatanisme. Il faut sortir de ça et vraiment regarder les faits avec un œil un peu plus objectif, un peu plus scientifique, pour comprendre ce qui se passe dans un cerveau humain quand quelqu'un communique avec
quelque chose qu'on ne voit pas, capte des messages qui sont confirmés. Qu'est-ce qui se passe? C'est là-dessus, il faudra un peu avancer, sortir vraiment de l'obscurantisme, de ce fatras de faire de la médiumnité une science, peut-être? Oui, peut-être plus une science, ou peut-être en tout cas une capacité humaine plus normale, ce qui nous permettrait de sortir aussi de certaines modes New Age. Enfin, on reçoit maintenant... Parce que vous avez le sentiment que le mot médium, il est associé à charlatanisme aujourd'hui? Il est associé à une espèce de croyance, de New Age, il faut adopter un mode de vie, un langage ésotérique. Enfin, et vous voulez être rationnel, vous? Moi, je pense que la médiumnité est rationnelle. Il est inutile de faire Madame Irma et d'avoir une chouette sur l'épaule ou un corbeau sur l'épaule pour être médium. Je crois que il est temps de passer à autre chose. Ça veut dire, Patricia Daré, que vous estimez que vous n'avez pas un don, mais c'est un savoir? Je n'ai pas un don, c'est une capacité plus développée que chez nous tous, mais nous l'avons tous. Nous l'avons tous, cette capacité. Je l'ai développée comme un pianiste qui est un pianiste concertiste a développé sa façon de travailler le piano. Mais ça veut dire que, par exemple, je peux être initiée, je peux apprendre la médiumnité? Vous pouvez non pas être initié, apprendre, mais vous pouvez développer votre médiumnité qui commence avec l'intuition. Nous sommes tous des intuitifs et quelquefois nous mettons des barrières à l'intuition pour l'empêcher de se développer parce qu'elle ne correspond pas à la société dans laquelle nous vivons, cette intuition. Vous l'avez toujours été médium ou c'est arrivé C'est arrivé brutalement. Il y a combien de temps? C'est arrivé il y a 19 ans exactement. Première expérience? Première expérience, je suis quelqu'un alors de tellement rationnel, cartésienne et surtout qui se moque pas mal de ça. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des médiums et des voyantes. Et mon fils naît et quelques semaines après sa naissance, je suis prise de curieux symptômes, de rêves bizarres. Et c'est une nuit où tout bascule, où j'entends quelqu'un me demander de me lever, de prendre un crayon et d'écrire. Et ce quelqu'un, c'est pas une voix dans ma tête, c'est quelqu'un qui est à côté de moi, que j'entends vraiment de manière extrêmement claire, une voix masculine qui me demande de me lever, de prendre un papier et d'écrire. Il est 1h du matin, j'ai autre chose à faire. Vous avez peur? J'ai peur et je dis, je suis en train de devenir schizophrène. Donc j'essaie de tenir bon et la voix me redemande de me lever. Ce que je fais, je prends un papier et un crayon, mais je n'ai rien à écrire. Il ne se passe rien dans ma tête à 1h du matin. Enfin, souvent je dors, donc et ma main écrit toute seule. Voilà. Votre main écrit toute seule. Et toute seule. Et elle écrit. Donc le stylo se fixe dans ma main d'une certaine manière. Ma main écrit toute seule, comme si on me tenait la main, le poignet pour écrire. Et c'est un texte dont tous les mots sont attachés avec des fautes. C'est un texte qui n'est pas mon écriture. Ce n'est pas mon écriture. Ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit. Ça ne passe pas par mon cerveau. Et que dit ce texte? Je le décris. Je le décrypte. Et ce texte dit, voilà, comme prévu, tu es connecté à une autre dimension. Comme prévu, tu vas pouvoir aider ceux autour de toi. Comme prévu. Je ne comprends pas le comme prévu. Et si évidemment tu tires, si tu fais du commerce avec cela ou si tu manipules les esprits, cette possibilité te sera immédiatement retirée. Mais comme prévu, voilà. Alors. Je ne sais pas qui me parle, mais je suis très inquiète, car pour moi, c'est de la schizophrénie et j'entends il y a quelque chose qui est plus fort que moi et qui me fait faire des choses. Et je sens que c'est une injonction qui est une voix, en tout cas, masculine, mais c'est une voix plurielle. Curieusement, j'ai l'impression que derrière la voix, il y a un pluriel et c'est indéfinissable. Et donc le lendemain, je prends rendez-vous chez un psy immédiatement, évidemment, pour aller consulter. Il vous dit que vous n'êtes pas schizophrène. Et il me dit, vous n'êtes pas schizophrène. Et devant lui, j'écris un message. Pourquoi vous, Patricia Daré? Il n'y a pas de. Je crois que. Alors ça, c'est le grand mystère. Pourquoi moi et pourquoi à ce moment-là où je n'ai besoin de rien? C'est-à-dire. J'ai attendu d'avoir un bébé pendant 8 ans, il est né, je suis heureuse dans mon couple et je suis heureuse dans la vie, je n'attends rien. Donc pourquoi à ce moment-là, je l'ai pris comme un... C'est un fardeau. À l'époque, un fardeau. À l'époque, je dis c'est catastrophique. Ça y est, je suis devenue Madame Irma. C'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et moi, j'avais une image de Madame Irma qui était épouvantable. J'ai dit, il va falloir que je côtoie un monde de gens qui sont un peu étranges, qui vous disent, je vois des choses autour de vous. C'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un accessoire qu'il faut intégrer dans sa vie. C'est juste un accessoire, comme faire la cuisine, comme voilà. C'est comme si vous aviez une mission sur Terre, Patricia Daré? On a tous des missions sur Terre, c'est de vivre, déjà, et de vivre bien. Donc j'essaie avec ça de vivre du mieux que je peux, je pense que c'est la plus belle des missions. Mais ça veut dire, j'emploie le mot fardeau, oui. Pour qu'on comprenne bien, vous ne choisissez pas de rentrer en contact avec les esprits. Absolument pas. Vous êtes imposé, c'est ça? Quelque chose d'imposé qui arrive quand on ne l'attend pas.
Quand on est prêt, qu'on attend, qu'on a que ça à faire, eh bien rien ne se passe. Et quand on est occupé, quand on ne l'attend pas, quelque chose se passe, on vient vous dire de dire des choses à des gens qui sont autour de vous. Voilà, c'est comme ça. Et il faut le faire parce que si on ne le fait pas, eh bien on est harcelé constamment. Parmi les esprits, Patricia Daré, qui sont venus à votre rencontre, il y a Napoléon et Jeanne d'Arc. Quand un médium parle d'histoire, c'est dans un instant sur RTL. Vous écoutez RTL. Toujours avec vous. Je crois que dans la médiumnité, j'ai appris à voir les tragédies différemment. RTL. La curiosité est un vilain défaut. J'arrive maintenant, avec ce que je reçois, avec ce que je ressens, à voir ce qu'il y a derrière la tragédie, ce qu'elle veut dire. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Vous rêvez de rentrer en contact avec un proche récemment disparu ou bien un grand nom de l'histoire de France? C'est ce que vit Patricia Daré, journaliste et médium depuis plus de 20 ans. Elle est avec nous en studio. Patricia, le dernier esprit avec lequel vous êtes entré en contact, c'était quand et où? C'est aujourd'hui, par exemple? C'était aujourd'hui. C'était cet après-midi. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était une journaliste que je rencontrais et voilà, et il y a eu un grand-oncle qui s'est pointé à l'horizon, dont elle a eu beaucoup de peine à se rappeler d'ailleurs, et voilà. Et quel message avait-il à faire passer, pour dire que ce c'était lui grand-oncle qui la protégeait, et elle me dit je comprends pas, et elle dit c'est bien lui, il n'y a pas de problème. J'avais complètement oublié son existence, pour dire aussi que il y a des gens dont on oublie l'existence et qui sont quand même là et qui sont avec nous. Est-ce que les contacts avec des esprits parfois peuvent être violents, Patricia Daré? Ah oui, il y a des esprits colériques, il y a des esprits négatifs. C'est exactement comme dans ce monde, il y a les sympas et puis les moins sympas, les désagréables, ceux qui manquent de respect, ceux qui abusent aussi, qui ne vous respectent pas. Vous avez envie d'arrêter parfois, de renoncer à tout ça? Je ferme la porte quand il y a des goujats. Et vous faites comment? Je ferme la porte, je dis non, je suis désolée là, c'est pas pour moi, on revient et puis on parle sur un autre ton. Et ça marche? On me parle sur un ton en me disant ouais, je suis là, mais comment? Je te dis un truc, alors, mais c'est quoi? Et je dis mais oh. Non, moi je suis désolée, je ne suis pas là. Et on revient, vous revenez une autre fois. Ils vous écoutent? Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais vous êtes obligé quand même de transmettre leur message. Oui, je suis obligée de le passer, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que il faut un tout petit peu de gentillesse, de compassion aussi, parce que ma tâche est rude et ça prend beaucoup d'énergie. Alors quand on a un esprit un peu retors qui vient vous demander de passer un message, mais d'une façon désagréable, on n'a pas envie. C'est comme dans la vie en fait. Napoléon, il était poli? Il était poli, mais il était difficile parce que un peu misogyne. Et la première phrase qu'il m'a dite quand on est rentré en contact, c'était c'est donc toi qui dois m'aider. J'ai dit oui. Il m'a dit un cheval m'eût été plus utile. Ça a été la seule phrase. Là, je dis bon, ça commencerait très bien. C'est tout Napoléon. Il aurait voulu tomber sur un médium homme, sur un homme. Oui. Je suis sûr qu'il y a une partie des auditeurs qui nous écoutent qui ont du mal à vous croire. Bien sûr, forcément. Napoléon qui vous parle. Ça pourrait être, oui, il y a beaucoup de gens qui sont à Charenton et qui disent la même chose. Et je comprends. Seulement, c'est pas Napoléon qui me parle. Ça serait trop facile. C'est Napoléon qui veut parler à ses descendants. C'est Napoléon qui me fait contacter sa descendance, qui me fait dire des choses précises à sa descendante. Ça serait trop simple. Sinon, je peux dire, j'ai parlé. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des choses vérifiables. Sinon, ça ne sert à rien. Est-ce pour cela, Patricia Daré, que dans le cadre de ce livre publié chez Michel Lafon, vous avez voulu confronter le contenu de ces échanges avec l'esprit de Napoléon au regard du journaliste et historien Alexandre Adler? Oui, bien sûr, parce que s'il y a quelqu'un de rationnel et de cartésien, c'est Alexandre Adler, et s'il trouve que vous êtes folle dingue, il ne l'envoie pas dire. Donc pour moi, c'était important d'avoir son regard et surtout les expérimentations qu'on a faites sur l'histoire avec Alexandre Adler m'ont permis aussi d'avoir un œil extérieur qui pouvait me guider en me disant non, ça oui, ça non, ça c'est étrange, et me tendre des pièges aussi, parce qu'il me posait des questions en impliquant, en m'invitant à suivre sa réflexion, et moi mes réponses étaient totalement Attendez, contraires. Je comprends pas bien. Pendant que vous étiez avec Alexandre Adler, l'esprit de Napoléon vous parlait en même temps? Non, c'était le souvenir de ces conversations. D'autres esprits avec Alexandre Adler m'ont parlé, puisqu'il m'a mise à l'épreuve. On a eu un échange au niveau de l'histoire. Mais comment vous saviez que c'était Napoléon qui vous parlait? Parce qu'on me l'avait dit une semaine avant que j'allais être en contact. C'est pas lui. C'est qui? C'est le singulier pluriel qui me parlait en me disant dans une semaine, c'est exactement la date, je m'en souviens.
bien, c'était le 6 juin 2007. Alors justement, Napoléon vous raconte quoi ? Qu'est-ce qu'il a comme message pour sa descendance ? Eh bien, tout simplement pour dire qu'il n'est pas aux invalides, c'est la première chose, et que ça suffit. Tous ces mensonges autour de lui, qu'il n'est pas un monstre, et qu'il en a assez des mensonges. Il dit qu'il me bloque. Ces mensonges m'empêchent d'avancer. Ces mensonges sont noirceurs, et j'en ai assez qu'on raconte n'importe quoi. Mais c'est toujours, en fait, c'est les mythes, les gens qu'on a mythifiés ont envie de redevenir humains. Il y a un moment, être un mythe, qu'on soit mort ou vivant, je pense que ça devient tellement pesant que même pour Napoléon par-delà la mort, ça devenait trop lourd. Bon, moi je suis quand même assez sceptique, j'ai un peu de mal à vous croire, mais si je vous ai invité, c'est parce que votre démarche m'intéresse. Comment il vous apparaît, Napoléon ? C'est juste une voix, c'est juste un esprit, vous le visualisez ? Je le visualise très vite parce que je suis au rendez-vous. Et tout d'abord, arrive Napoléon. Pour un médium, les médiums qui m'écoutent vont comprendre. Pour les autres, ça va être plus difficile. On a l'impression d'une arrivée, d'une personnalité qui arrive. Première chose qu'on ressent, c'est un charisme fou, très intimidant, ce qui est très rare. Un charisme très intimidant. Ensuite, une espèce de présence, et il commence à parler. Et lorsqu'il parle, c'est extrêmement intimidant. Et je comprends pourquoi cet homme-là a fait tourner le monde et a eu le monde à ses pieds pendant quelques temps, en tout cas, même si ça n'a pas duré. Et il veut savoir de manière rationnelle ce que je vais faire, comment je compte passer son message. Je dis je le dirai. Il me dit non, je ne veux pas que tu le dises. Je veux, alors, parce qu'il me tutoie, mais il demande est-ce que je vous vois. Déjà, c'est une chose un peu curieuse. Et il me dit je veux le dire moi-même. Je ne veux pas que tu le dises. Voilà. Et donc, il demande à contacter des gens précis pour leur parler face à face et leur dire un certain nombre de choses. Il est très impressionnant, il est très exigeant et un peu misogyne quand même. Je continue de dire, c'est un homme très misogyne. Napoléon qui vous apparaît parfois jeune, vers son premier consul, ou parfois plutôt vers la fin de sa vie. Sur l'île d'Elbe, les esprits sont-ils maléfiques ? Savent-ils ce qui s'est passé après leur mort ? Ont-ils forcément un message à transmettre aux vivants ? On répond à toutes ces questions dans un instant sur RTL. Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Avec Patricia Daré, vous êtes médium depuis plus de 20 ans, en contact donc régulier avec des esprits. C'est ce que vous nous expliquiez il y a un instant. Votre récit nous intrigue, votre démarche qui consiste à confronter votre expérience à des scientifiques nous passionne. Vous avez notamment travaillé avec un archéologue qui ne veut pas dévoiler son identité. Pourquoi ? Il a peur de se ridiculiser ? Il a surtout peur d'être viré parce qu'il travaille pour un service public et il est terrorisé. Il sent qu'il y a vraiment un blocage autour de lui. Il sent aussi qu'il a, par l'entremise des travaux que nous avons fait ensemble, il a eu des informations qu'il a pu soumettre à ses collègues qui ont nié tout de suite la possibilité de cette information, et quelques mois après ils ont eu la confirmation que c'était bien cette information, donc ils ont cherché à savoir comment il l'avait eu, et il s'est senti fragilisé par rapport à ça. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, on fait pas appel aux médiums. Aux États-Unis les archéologues font appel aux médiums mais de façon libre. Ici c'est caché, donc on est obligé de se cacher. C'est un tabou, on se cache avec la police, on se cache avec les archéologues, on se cache. Vous travaillez avec la police ? Non, je travaille pas avec la police. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord on n'a jamais fait appel à moi pour ça, et puis je trouve que c'est très compliqué de faire des recherches sur des personnes disparues. Moi, je ne crois pas que je serais capable. Sur des personnes vivantes disparues. Mais en France, il y a des médiums qui travaillent avec la police. Oui, il y a des médiums qui travaillent avec la police, oui. Alors, cet archéologue, il accepte des séances de travail avec vous pour, donc vous l'avez expliqué, affirmer ou confirmer certaines de ses recherches. Comment ça se passe, ces séances ? Racontez-nous. Alors, il arrive avec une caisse d'ossements venus de nécropoles différentes. Il y a des ossements médiévaux, il y en a d'autres celtiques, il y a des ossements romains, enfin bref, toutes sortes d'ossements qui sont dans des petits sachets avec des numéros. Et il me donne donc un des ossements, je ne sais rien. Peut-être une mandibule, un tibia, enfin bon, ma maison devient un véritable cimetière dans ces moments-là. Et je dois dire, il me pose des questions, lui a des informations sur l'ossement en question, et je dois trouver où il a été découvert, si c'était un homme ou une femme, quelle époque, et ensuite et petit à petit me viennent les informations sur le personnage. Il se reconstitue
autour de cette mémoire. Là, on est dans la mémoire. Alors, ce qui m'étonne, Patricia Daré, c'est que tout à l'heure, vous disiez que c'était les esprits qui venaient à vous, mais là, c'est vous qui... Je ne vais pas aux esprits, ce ne sont pas des esprits, ce sont des mémoires. C'est la mémoire qui est dans l'ossement. Il n'y a pas d'esprit. Je reconstitue le personnage à partir de cet ossement qui est donc un enregistrement de sa vie. Vous avez des visions? Oui, ce sont des visions. C'est-à-dire que je sais que cet homme, alors on a eu des trouvailles assez curieuses, on sait que c'est un homme, je sais que c'est à Rome, dans l'Antiquité, je sais que c'était un chrétien, donc lui, il a déjà toutes les informations. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut qu'on trouve quand même, il faut qu'on prouve. Est-ce que je ne suis pas en train de lire dans son esprit les informations? Dans l'esprit de l'archéologue. Donc un jour, je lui dis, voilà, il me dit, qu'est-ce que c'est que ça d'après toi? Et je dis, ça, c'est un militaire, c'est un homme d'une 60aine d'années, c'est un grand militaire, il a fait la guerre. Et il me dit, ah non là, désolé, il y a un problème, c'est pas du tout un militaire, c'est une religieuse de l'abbaye de Fontevraud. Ah, je dis, c'est bizarre. Bon, je lui dis, peut-être que je suis fatiguée, on va faire une pause, et je recommence quelques minutes après, et j'ai encore le militaire qui a fait la guerre, un guerrier, je lui dis, non, je suis désolée, il y a encore un militaire. Il me dit, il y a un problème, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le lendemain, il m'appelle en me disant, en fait, tu avais raison, c'était bien un militaire, c'est moi qui m'étais trompée d'archives. C'était un militaire, un lieutenant de l'armée suédoise. Voilà, c'est curieux. Donc, Patricia Daré, il vous tend aussi un morceau de crâne. À qui il appartient? Vous vous rappelez? C'est l'aristocrate, c'est ça? Alors l'aristocrate, il faut que je me souvienne parce qu'il y a eu pas mal d'expérimentations dans le livre. Il y a effectivement un aristocrate. Ne trouve que le crâne ou un morceau de ce crâne et pas le reste du corps. Un aristocrate dont on va savoir pourquoi la tête a été retirée. Ah oui, je vois les révolutionnaires, c'est ça. Je vois les révolutionnaires, parce qu'il ne comprend pas pourquoi dans la sépulture il y a une tête séparée du corps, alors que ça ne correspond pas à un rite funéraire. Et moi, j'essaie de me concentrer pour retrouver le rite funéraire. Je ne pense pas à la révolution. Et tout à coup, j'ai la vision de ces révolutionnaires qui arrivent et qui tranchent la tête, évidemment, comme on tranchait la tête des nobles et des aristocrates au moment de la Révolution française. Des choses toutes bêtes, en fait. Alors, est-ce que les sciences peuvent expliquer les médiums et leur contact avec des esprits ou bien les fantômes? Sont-ils de pures inventions? Pour le savoir, restez avec nous sur RTL. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. Le problème, c'est que les gens veulent toujours pour la vie tout. Pour essayer de se réfugier, de faire nos petits mausolées. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Et puis après, on dit, j'ai rencontré l'âme sœur, c'est pour la vie. Ben non, c'est peut-être pas pour la vie, mais pas grave. Profite de l'âme sœur tant que vous êtes bien ensemble. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Patricia Daré, pour votre livre publié chez Michel Lafon, vous avez rencontré un historien, un archéologue, et puis une psychologue et psychanalyste, Luce Janin de Villars. Vous affirmez avec elle que les femmes sont plus sensibles aux esprits et aux fantômes. Pourquoi? Oui, parce que c'est une constatation, et puis parce que j'ai noté aussi que dans tous les cas de maisons hantées, de châteaux hantés, de lieux où il y avait des problèmes, en tout cas, c'est toujours les femmes qui sont là, et c'est toujours leur on va dire, allez, j'ose dire le mot parce que je l'ai dit, leur hystérie qui est là. Je pense que l'hystérie, c'est... Je crois que l'hystérie était un concept fourre-tout qui avait été inventé au 19e siècle et qui reposait pas sur grand-chose. Et péjoratif, mais pas du tout. L'hystérie, c'est une sensibilité. Et d'ailleurs, Luce Janin de Villars le décrit comme étant une sensibilité, une hypersensibilité liée plus à la femme, évidemment, à certains hommes aussi. Et généralement, quand il y a l'hystérie, il y a cette énergie qu'on utilise pour communiquer, pour ressentir tous ces, ou les créer même. Mais ça veut dire que ces femmes s'inventent des histoires, s'inventent des fantômes? C'est-à-dire que quand un lieu est hanté, avant de savoir s'il y a un fantôme, c'est de savoir qui l'a créé. La première chose que je regarde, c'est qui a créé le fantôme dans la famille qui est là. Est-ce qu'il y a un adolescent mal dans sa peau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un mal-être total? Parce qu'il faut chercher le mal-être pour trouver le fantôme. Mais pourquoi c'est le mal-être qui crée le fantôme? Parce que les ados, surtout les ados qui sont dans un total mal-être, souvent sont en rébellion contre la société, et dans certains lieux qui sont déjà assez chargés, ont tendance à déclencher des phénomènes paranormaux qui vont terrifier la famille, des apparitions qu'ils vont voir vraiment, mais qui sont comme une espèce d'appel à l'aide. C'est-à-dire qu'on va chercher ailleurs l'oreille, l'écoute, l'apparition qui va vous comprendre et qui va
terroriser tous ceux qui ne vous entendent pas et qui n'entendent pas votre détresse. C'est pour ça que c'est très très lié aussi à la psychologie et à la psychanalyse. C'est pas toujours comme ça, mais il faut d'abord chercher ce qui ne va pas en psychanalyse, en psychologie, pour comprendre les phénomènes. Dans votre livre, vous racontez l'appel au secours d'une ado de 14 ans. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'un jour, sa mère m'appelle, une dame que je ne connais pas, et qui me dit, voilà, je vous appelle parce que ma fille a des manifestations dans sa chambre, il y a des odeurs, il y a des manifestations, des coups dans les murs, elle ne peut plus dormir dans sa chambre, on est obligé de la récupérer, elle dort dans le salon, la maison est devenue infernale. Qu'est-ce qui se passe ? Ma fille est donc médium. Et donc, au moment où je lui parle, je dis, passez-moi votre fille. Et je parle avec la petite et elle me dit oui, j'ai très peur. Et d'un seul coup me vient une information terrible. Je reparle à la mère et je lui dis, elle s'est fait violer par votre père ou par votre mari ? Et là, il y a un silence total et elle me dit, mais par mon père, mais il y a si longtemps. Je dis, voilà, vous n'avez jamais vu de psy, elle n'a jamais été suivie, elle n'a jamais pu en parler à personne. Elle me dit non, c'est ce qu'il faut faire. Et tous les phénomènes de ce type ont disparu quand la petite a été suivie par un psy. Pour vous dire, voilà, qu'il y a des transferts terribles. Autre échange passionnant avec cette psy, les maisons hantées, vous en parliez tout à l'heure, Patricia Daré. Vous dites qu'il y a des lieux à risque. Quels sont-ils ? Des anciennes églises, par exemple ? Les anciennes églises, il faut pas les habiter. C'est des lieux de culte. Alors tout ce qui est, c'est à la mode pourtant. C'est la mode et le grand loft dans les églises. Et pourquoi parce que ce sont les des églises lieux, peuvent être hantées. Elles sont pas tellement hantées, c'est pas ça. Ce sont des lieux, c'est encore autre chose, des lieux de culte. Une église a souvent été construite sur un autel ou un temple romain qui a été construit sur un autel du néolithique, enfin ou un autel celtique. Ce sont des lieux. Ce qu'on dit, on dit ça en radiesthésie, frappé d'interdit. C'est-à-dire que c'est un lieu de culte, ce n'est pas un lieu de vie. On est là pour célébrer des cultes. Il y a d'autres lieux comme ça interdits ? Oui, alors il y a tous les lieux sacrés. Il est très dangereux d'utiliser tout ce qu'on appelle lieux sacrés, lieux de culte, quel qu'il soit, pour y vivre. Et donc, quand on va y vivre, on va aller dans une espèce de force qui est à contre-courant avec la vie qu'on y mène. C'est pas fait pour ça. L'eau aussi, peut conduire et est conductrice, c'est ça ? Oui. De fantômes. Peut faire apparaître des fantômes. Expliquez-moi ça parce que j'étais un peu étonnée, un peu sceptique. L'eau est conductrice d'électricité. Et qu'est-ce qu'un fantôme ? C'est une présence électromagnétique. C'est électrique avant tout. C'est une présence électrique. Un fantôme, quand il apparaît, il peut les ampoules éclatent. Il y a des phénomènes électriques. Présence électromagnétique. Donc quand il y a l'eau, beaucoup d'eau, dans des lieux très humides, il y a beaucoup plus de possibilités d'avoir ces présences électromagnétiques et ces apparitions. On craint rien en bordure près de la mer parce que c'est différent, parce que c'est pas peur, il faut que ce soit de l'eau stagnante. La plupart du temps, l'eau stagnante est conductrice. Dernier mot sur les exorcistes. Oui. Vous racontez avoir assisté, avoir été formé, c'est ça, à l'exorcisme ? Oui, par un exorciste. Et la première séance, qu'est-ce qui se passe ? C'est horrible parce que je n'y croyais pas. Donc j'y suis allée par curiosité. Et je me disais, ça n'existe pas. Donc maintenant, je vais assister à une espèce de délire. Et en fait, le garçon qui était arrivé n'a pas pu prononcer. L'exorciste lui donne une prière. Je lui dis, c'est tellement bête qu'il va la prononcer. Un garçon d'une vingtaine d'années, il n'a pas pu prononcer la prière. Il n'a pas réussi à lire la prière. Et tout à coup, il s'est renversé en arrière, tendu, arc-bouté. Et j'ai vu là des choses, mais étonnantes. C'est un petit peu des choses qu'on trouve dans l'exorciste. Il y a pas parce que dans l'exorciste, on a mis absolument tous les phénomènes qui apparaissent dans les exorcismes en général. Dans le film. Dans le film. Là, j'en ai vu quelques bribes. J'étais terrifiée. C'est terrifiant. Je dis, ça existe donc. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une hystérie, c'est quoi ? Et la lévitation, j'ai vu les ongles qui deviennent noirs en moins d'une heure. Complètement noir. J'ai vu donc des phénomènes absolument inexplicables et une lutte, je ne sais pas quelle est cette lutte, mais une lutte avec quelque chose en tout cas qui va ou se terminer mal ou soulager le garçon qui est là, le patient, on va dire comme ça, parce que quelquefois c'est lié aussi à, je suis persuadée que tous les exorcismes sont liés également à des pathologies, je vais dire même de psychose. Merci Patricia Daré. Pour vous faire une opinion, vous pouvez lire L'invisible et la science, publié chez Michel Lafon. Vous écoutez RTL.